Bonsoir ou bonjour, en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Je peux dire bonjour parce qu'il y a des gens qui nous écoutent de l'autre côté. Il y en a même des gens qui vont participer, qui sont de l'autre côté de l'océan. Bienvenue pour ce nouvel épisode, épisode 4 de l'autre Coupe du Monde, l'émission pendant laquelle, en gros, pendant 1 heure, on va débriefer ce qu'il s'est passé aujourd'hui, surtout du côté de nos sélections, les sélections de la planète Hello. Vous en avez l'habitude maintenant. Donc on va être beaucoup en Asie aujourd'hui et beaucoup du côté des Amériques. On va être en Asie avec un homme souriant parce qu'il est en train de scalper les géants et il espère secrètement que demain il va scalper un autre géant, Monsieur Baptiste Mourigal. Salut Baptiste. Salut. Ouais, on a l'habitude, on aime bien défoncer les Allemands en ce moment. Ah bah cool. ouais, et puis dis donc c'est une jolie habitude que vous êtes en train de prendre avec les Allemands. On va en reparler dans un instant en débriefant cette Allemagne-Japon. Voilà, dans un instant, on verra après. Et puis on va accueillir l'homme qui est en train de se préparer à coudre sa 6e étoile sur son maillot. Il ne rêve que de ça. Il a un maillot qui peut-être sera collector d'ici peu. Monsieur Marcelin Chamoin qui est depuis le Brésil, depuis Rio. Salut Marcelin. Salut Nico, salut à tous. Et Marcelin qui n'est pas en rouge et noir, c'est important de le signaler. Ça y est, il est passé en mode Coupe du Monde. Hein. Ça y est, c'est bon. Exactement. Ouais. Et on va vous saluer à tous dans le chat, vous qui êtes déjà présents. Et notamment, je vois Waïb pour sa première DVM. Waïb, premier message dans le chat, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Donc voilà, le principe, il va être simple, on va commencer par débriefer ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de nos sélections, en s'attardant un petit peu plus sur les cas japonais, forcément, et costaricains aussi, parce qu'il y aura des choses à dire de leur côté. Et puis ensuite, on ira tranquillement se projeter sur les matchs de demain avec, vous l'avez compris, l'entrée en lice du Brésil. Et cet énorme Uruguay-Corée du Sud qui devrait animer quelques débats en direct dans notre rédaction. Voilà. On en reparlera dans un instant. Vous êtes tous bien installés, on est tous prêts. On va pouvoir commencer justement avec les matchs du jour. Alors, les matchs du jour, on commence à en prendre l'habitude. Il y en avait 4. Les voici, ces scores. Il y avait 4 matchs. Donc 4 résultats que l'on vous affiche avec le match nul qui a ouvert la journée entre le Maroc et la Croatie, suivi de cette énorme sensation qu'a été la victoire du Japon face à l'Allemagne. Cette non énorme sensation qu'a été la victoire de l'Espagne face au Costa Rica. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à l'ampleur du score. Si, c'est une sensation le score. Le score est peut-être un peu plus une sensation, effectivement. En fait, on en reparlera, mais c'était peut-être ce que l'on craignait à un moment. Peut-être pas que ça prenne cette ampleur-là non plus. Et ensuite, la courte défaite du Canada en clôture de la journée dans le match que l'on attendait tous, pour dire les choses. On n'a pas forcément été déçus, on en reparlera aussi. On va toucher 2 mots. Je ne sais pas si vous avez vu les 4 matchs, messieurs. Je ne sais pas. Vous avez vu les 4 matchs ? Alors moi, c'est pas forcément totalement vu parce que c'est surtout écouté en étant au travail. Mais j'ai bien regardé pendant l'heure du déjeuner, c'est le deuxième mi-temps de Maroc-Croatie. J'ai bien écouté celui du Japon face à l'Allemagne. Alors j'ai rien vu de celui de l'Espagne face au Costa Rica malheureusement. Et par contre, j'ai bien regardé celui de ce soir. Marcelin, t'as pu voir parce que toi, ça faisait tôt le premier match là. Ouais, le premier c'est tôt, j'ai rien vu. J'ai vu un peu Allemagne-Japon. Après, je suis parti à la bibliothèque, du coup, j'ai juste vu la fin de Belgique-Canada.
Ok, ok. Ben voilà, on va en reparler. On va donner on va toucher deux mots pardon, j'étais en train de regarder autre chose. De ce Maroc-Croatie qui a pas été franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, franchement pas hyper emballant. Alors on n'a pas de spécialiste Afrique. Alors je vous avoue que moi je n'avais pas vu jouer le Maroc de Regragui. J'avais encore en mémoire le Maroc de Vaïd. Je n'avais pas vu jouer le Maroc de Regragui. Je suis pas totalement convaincu par le Maroc de Regragui après le même match, mais après le premier match, mais on va pas non plus se tomber dans le culte de l'instant en tirant des conclusions trop hâtives. On n'a pas vu un match exceptionnel non plus entre Maroc et Croatie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, 0-0, ça laisse un petit peu les chances aux deux autres. Et je pense qu'ils sont assez rassurés en ayant vu la prestation du Costa Rica de se dire finalement on se sépare sur un match nul. Ça va se jouer, peut-être dans le duel face à l'Espagne. Là, tu confonds les Non, groupes, là. Belgique. Ah, pardon, je me trompe. Belgique-Canada. Oui, pardon. Oui, oulala. Tu vois, la fatigue commence à faire son travail. Donc voilà, non, je ne suis pas forcément hyper convaincu par les deux. Tu as vu la fin, hein, tu m'as dit tout à l'heure, Baptiste, tu as pensé quoi Ouais, la de deuxième cette fin de mi-temps, match, de ouais. cette deuxième mi-temps? J'ai un peu l'impression que la Croatie, là, ils sont arrivés au bout du bout, en fait. C'est c'est compliqué, mais on l'avait déjà vu face à l'équipe de France. C'était pas non plus exceptionnel pendant la. Alors, je sais plus, si c'était la Ligue des Nations. Je suis un peu perdu entre Ligue des Nations ou qualification. Je sais plus où est-ce qu'on les avait affrontés. Ligue des Ouais. Nations, deux Ça doit fois. être Ligue des Nations, où Ouais. c'était un peu compliqué aussi. Finalement, tu te dis, c'est un peu comme le Costa Rica, c'est la DER de certains joueurs et que voilà, ça reste poussif. Après, ça peut être poussif et aller loin, hein. On l'a vu en 2018, ils n'ont pas non plus été exceptionnels sur chaque match. Là, c'est juste dommage qu'ils se loupent face à l'équipe, entre guillemets, la plus abordable du groupe. Ouais. Sur le papier, je sais pas si le Maroc arrive en tant qu'équipe la plus abordable du groupe, en tout cas pour bon nombre d'observateurs. Oui, pour les observateurs, Pour mais on les sait très bien observateurs. que les pays africains et asiatiques, dans tous les groupes, normalement, sont censés être les plus faibles. Oui, Faut pas se mentir. ouais. Mais bon, voilà, parce que voilà, mais c'est pareil, tu vois, il y a une tendance, la tendance de ce groupe-là. On va en reparler dans un instant avec le Belgique-Canada. C'est difficile quand même hein, de tirer une véritable tendance dans ce groupe 1 pour l'instant à l'issue de la première journée. Hein. En regardant le match de ce soir, celle qui joue le mieux, c'est le Canada, hein. Voilà. Oui. Malheureusement, ils n'ont pas de neuf. Bah si, mais malheureusement, hein, on avait 10 buts de Jonathan David, donc il a tout fait pour pas marquer. Tu vois, l'effet LO. Le classique. Bah ouais, mais bon, en même temps, voilà, moi j'en avais dit un autre, il n'a pas joué. C'est vrai. Ah, il est entré. Il est entré Ouais, et il rate sa tête en fin de match. On reviendra sur le Canada dans un instant. Monsieur Yas qui nous dit dans le chat que la Croatie, ça reste solide, que le Maroc aurait pu mieux faire. Mais ça reste satisfaisant. Frioul qui nous dit que le Maroc a bougé la Croatie. Moi, j'ai trouvé que le match était quand même sans grande. Enfin, il n'y avait pas une vraie domination claire et nette d'un côté ou de l'autre. Quelques situations, peut-être un peu plus. Je sais pas, parce qu'au final, on retient quand même les quelques parades de Bono aussi. Donc voilà, le match nul me semble assez logique. J'ai pas été franchement emballé par le match. Peut-être que c'était l'effet match du matin pour moi. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, c'est voilà. vrai que Donc celui comment. de 11 heures, il est compliqué à se mettre dedans, hein. Bah ouais, pour nous, ouais, peut-être. Pour les joueurs, peut-être aussi. Ça fait 13 heures hein, au Qatar, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, exactement. Donc voilà. Mais bon, on va pas non plus, on verra, on va pas juger parce que on peut pas non plus juger sur la longueur la prestation du Maroc parce que je le dis ici personne entre nous on n'a pas vu le Maroc de Walid Regragui, donc on est en train de découvrir cette nouvelle version. Il y a quelques joueurs qui ont été rappelés, je sais que ça fait débat, on pense tous par exemple à Ziyech, moi je suis toujours pas convaincu par Ziyech, mais bon voilà, je pense qu'on n'a pas vu un grand Ziyech encore aujourd'hui et Voilà. on va devoir se le coltiner à chaque match. On va pas taper sur lui, mais depuis qu'il a quitté l'Ajax, c'est plus le même joueur. Et Ouais. puis c'est le problème d'aligner un joueur qui joue pas. Et c'est le problème d'aligner un joueur qui ne joue pas. Donc voilà, on attendra la suite pour le Maroc et je sais plus quel est leur match 2 au Maroc. Je sais pas si c'est la Belgique, le deuxième match, ou si c'est le Canada. Belgique, oui. Belgique, hein, c'est ça. Hein. Donc Ouais. ils vont jouer gros sur ce deuxième match. Et on reviendra dans un instant sur la Belgique. Ça peut être... J'espère que ce sera pas le match de 11h. Voilà. Bah, sinon, on se réveille pas, hein. Sinon, ça risque Mais bon, d'être compliqué. Thibaut Bref. Courtois va venir nous parler, ça va faire du bien.
Ouais, non, on va pas l'écouter Courtois. On va passer au match à la sensation du jour, parce que sur la planète Hello, c'est peut-être le match qui a un petit peu retourné tout aujourd'hui. On se souvient, et l'homme qui est en dessous de moi se souvient surtout de ce qui s'était passé en 2018 pour l'Allemagne avec cette défaite face à la Corée du Sud. 2-0 de mémoire, c'est ça. Exactement. On a fait mieux que le Japon. Ouais, Voilà, c'est ouais, ça, c'est bon. c'est ce que je voulais t'entendre dire. Eh bien aujourd'hui, c'était autour du Japon, justement, de s'offrir l'Allemagne avec un match qui, on va évoquer la Belgique tout à l'heure, a beaucoup de ressemblance avec un petit peu quand même avec ce que le Japonais avait fait à la Belgique en 2018 avant de se faire piéger. On a quand même en première mi-temps, je sais pas ce que t'en penses, un petit peu eu peur quand même pour le Japon. Et puis au fur et à La mesure, première, en fait, j'ai l'impression d'avoir vu Argentine, Arabie Saoudite, mais avec deux autres équipes. ah c'est possible aussi, ouais, bien vu. C'est-à-dire que la première mi-temps, tu te dis, mais comment le Japon fait pour n'avoir pris qu'un but et en plus sur penalty, comme l'Argentine avec l'Arabie Saoudite. Et tu te dis, mais c'est pas possible, le Japon, ils avaient même pas tiré au but, ils avaient zéro frappe, ils avaient rien fait. Et les Allemands, bah, c'était rouleau compresseur. Ça, alors après, ils n'ont pas été hyper dangereux, comme a pu l'être l'Argentine sur les trois buts refusés. Mais tu te dis, mais jamais le Japon n'en sort vivant, en fait. Et seconde période, bah, extinction des feux côté allemand, des changements qui sont très positifs du côté du Japon. La sortie de Kubo est remplacée par Tomiyasu, ça a fait une belle différence. L'entrée de Dohan à la place de Tanaka, ça a fait quand même pas mal de choses aussi. D'ailleurs, il est buteur, Ouais, bah, Dohan. à peine Heu, entré, hein. voilà. Asano a aussi été très chiant pour Rudiger et Schlotterbeck, et il marque d'ailleurs. C'est lui qui met le but de la victoire, alors que Asano, hein, c'est pas non plus le mec qui est exceptionnel en ce moment et depuis quelque temps, depuis qu'il est en Europe, en fait. Mais il a fait un gros match aujourd'hui. Mais il a fait un gros match et finalement, c'est ouais, ça ressemble un peu à ce qu'a fait l'Arabie Saoudite et l'Allemagne, tombe de très haut et je pense que le Japon maintenant, alors à la différence de l'Arabie Saoudite qui doit encore s'en coltiner 2 derrière, Mexique et Pologne qui sont voilà, qui sont aussi des grandes marches, le Japon, ils ont le Costa Rica qui arrive. Le C'est un, Costa Rica, ça peut être, déjà le match de la qualification pour eux. bah c'est Parce que surtout, ouais, c'est ce comme il y que a Espagne-Allemagne en face. exactement, c'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que si l'Allemagne, qui a quand même montré de sacrées limites aujourd'hui, et surtout des limites défensives, je suis pas convaincu qu'ils reconduisent la charnière centrale d'aujourd'hui face à l'Espagne. Mais Pas non, mais convaincu. en fait, c'est très compliqué, c'est qu'ils ont alors comme, ils l'avaient en 2014, il leur manque un ailier, mais sauf que là, il leur en manque 2 parce que Soule n'est pas un arrière droit, loin de là. On peut leur passer J Pavard s'ils veulent. Oui, non, je pense que ça ira. En fait, en 2014, ils avaient pas d'arrière gauche, là, ils ont pas d'arrière droit, et en fait, ils ont un manque à ce niveau-là, ce qui fait que c'est Soule qui joue, sur les ailes. Bah, Soule, c'est pas un joueur de ailier et puis Rudiger, Schlotterbeck, bah, ça a pas marché. On l'a vu, hein, Rudiger, il a un peu fait des trucs, un peu particuliers, Schlotterbeck, pareil. Ouais, il a même fait des trucs encore plus particuliers que Rudiger, Oui, bah, Schlotterbeck. Schlotterbeck, c'est la première fois qu'il se retrouve à la coupe du monde et à être aussi important dans une équipe, hein. Et c'est la saison dernière, il était à Fribourg. Là, il arrive à Dortmund, c'est une autre façon de jouer au foot, on va dire, en termes de pression. Voilà, c'est l'apprentissage, hein. Il est encore jeune, Schlotterbeck, donc faut lui aussi qu'il apprenne. Il a que 22 ans. Voilà, donc ça passe par là. Et puis, au milieu de terrain, normalement, Gundogan a fait quand même pas mal de cagades pour un capitaine et pour un mec qui est censé être, un des piliers. Et qui a mis deux trois Et tacles puis à ils ont ses pas de coéquipiers en neuf. fin de match. Oui, et puis il y a pas de neuf. Et il n'y a pas de neuf. C'est Alors le ça, gros problème. Il y ouais, a alors ça, toujours pas de neuf. c'est incroyable parce que c'est un truc que je disais tu vois, c'est un truc que je disais à mon fils. L'Allemagne qui a une tradition des avant-centres, qui Et ouais, arrive à une Coupe du Monde sans avant-centre. C'est c'est voilà. fou, hein? Voilà. Tu vois, ça me Non, laisse. mais Je suis c'est pas, tu vois, j'ai de vrais souvenirs. Enfin, tu vois, sur la durée de l'Allemagne. Pour ça que je les adore particulièrement et que je me réjouis de la victoire du Japon. Mais c'est incroyable d'avoir une Allemagne sans avant-centre. C'est incroyable. bah, et 2014, ils en avaient. 2018, je crois que 2018, ils commençaient déjà à être en pénurie, et là, ils en ont plus. Il y en a plus. Timo Werner est le seul qui peut jouer neuf et c'est pas un vrai neuf. Donc ils en ont pas et tu l'as vu aujourd'hui, bah, ça fonctionne pas.
dès que c'est un peu trop regroupé derrière par moment, alors oui, ils ont quand même mis le feu, mais il manque ce mec-là qui puisse, être leur neuf. Et Mario Gomez, il est où? Klose, il est où? Enfin voilà, il y a pas la relève. Donc il y a des manques, en Allemagne, mais il y a surtout le Japon qui a très bien joué les contres et surtout en deuxième période. La première, c'était un peu compliqué, il y a juste eu ce but refusé, mais ils ont très, très bien joué le coup. Et on les a vus beaucoup plus intensifier leur course en seconde période, et surtout, oui, c'est ces entrées, en fait. Mmh. Ces changements qu'a fait, Moriyasu Hajime qui ont changé la donne du match. Et moi, un truc que je ne comprends pas, c'est que Dohan Ritsu ne soit pas titulaire dans cette équipe. Ouais, moi aussi, je suis Ce très très fan mec-là de ce joueur. doit être titulaire, c'est voilà. Mais très, très belle performance, hein. Je pense que personne ne s'y attendait. Je vois, je Même regardais, eux, hein, même eux, je pense même qu'ils s'y eux. attendaient pas. Hein. Bah oui, et Quand enfin, on je voit la réaction regardais. de Moriyasu sur les buts, quand il se prend la tête, où il est comme ça, enfin, Oui, presque, il est surtout. même presque plus choqué que nous, en fait, tu vois, sur le... Oui, et puis en plus, ça commence très mal. Enfin, quand tu vois la première mi-temps, ça commence mal et ils s'en sortent. Et non, c'est une très bonne chose. Et on peut rêver d'un Asiatique qui sort des groupes alors qu'on n'y pensait pas. Et par contre, faut pas que derrière, ils aillent se foirer face au Costa Rica. Ça Parce va que être là, ils ont vraiment quelque chose à jouer. ça va être la grande question du Japon, hein, qui a l'habitude c'est un peu le Cruz Azul des sélections, c'est-à-dire de se foirer au moment où tout est normalement ouvert. Alors Figo dans le chat nous dit que être dominateur aujourd'hui n'est plus suffisant. Ouais, enfin Bah après non. il y a dominer et dominer, hein, parce que si l'Allemagne domine la première mi-temps, il n'y a pas non plus 175 000 occasions. Hein. Non, Euh, c'est pas des occasions franches. Après, ils touchent quand même 2 fois le poteau. C'est quand même, voilà, c'est pas non c'est négligeable, vrai. mais c'est comme ça. C'est en 2018 à la Corée du Sud, c'était pareil. Ils avaient archi dominé, puis ils se prennent 2 buts, en fin de match. Bah, là, ils sont tombés de la même façon. Ouais. Et on va remercier Kevin Parrain pour l'abonnement et BZH Flow 29. J'imagine que, enfin, je vois de quelle région tu es pour le follow. Bienvenue à vous deux et merci Kevin Parrain. J'aime bien la remarque de Harkloun sur la prise sur Moriyasu, un peu choqué, qui se dit putain, mais mes changements ont marché. C'est peut-être Bah vrai. oui, c'est un peu Parce que c'est vrai c'est un que tu l'avais dit, Moriyasu, il fait pas forcément l'unanimité, hein, non, mais auprès des suiveurs. loin, loin de là. Il est pas, c'est pas un intouchable. C'est pour ça que personne n'y croyait, en fait. Et même quand tu vois ses premiers choix, c'est surprenant. Mais aujourd'hui, il fait des changements qui impactent tellement le match que tu te dis: «Mais le mec, comment ça se fait?» Enfin, Ouais, mais depuis quand? c'était depuis quand ça change autant? Mais Imagine Paolo Bento qui fait la même demain, incroyable. heu, me chauffe pas pour le moment. Non, mais voilà, enfin, c'est un peu c'est très difficile d'analyser ce match-là parce que c'est comme quand tu analyses l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est des trucs, tu t'y attends pas, ça tombe comme ça, tu on va dire: «Ouais, le Japon a gagné son match», mais moi, j'ai envie de dire l'Allemagne, là, en fait, c'est comme l'Argentine. L'Allemagne et l'Argentine, ils les ont perdu leur match. Ils avaient tout entre les mains et ils ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Et donc les autres, bah, ils se mettent à y croire. Une action, ça marque. Une deuxième, bah, ça marque et bah, voilà. Ah, c'est un peu ce que Et dit tu fais des Nostromo, ce que disait Nostromo, hein, pour lui, dans l'autre chat. Hein. C'est autant le Japon qui gagne que l'Allemagne qui perd. Euh, oui, c'est vrai, il faut de ça. Mais ouais, mais évidemment, on va pas encore se projeter sur les matchs de. C'est dimanche, hein, je crois, c'est ça, ouais, c'est dimanche. ouais, c'est dimanche. Mais tu le disais, le Japon se retrouve maintenant presque en position d'aller chercher un huitième de finale. Et le truc encore plus fou, c'est que comme c'est Espagne-Allemagne, quand on voit la prestation espagnole, même si on va y revenir, aller un petit peu à relativiser avec ce qu'il y avait en face, euh, si l'Espagne bat l'Allemagne et que le Japon bat le Costa Rica, le groupe est plié dès dimanche. Oui, mais c'est ça. Donc le Japon, est bien parti et tu t'y attendais pas. Mais je pense que même si enfin, le Japon a juste à gagner, il passe. Je pense que même s'il y a il y a même si l'Allemagne bat l'Espagne, je pense qu'ils vont quand même passer. Mais Je comme pense. justement, c'est un scénario forcément qu'envisageait Il Monsieur suffirait Elias d'un dans le match chat. nul, pratiquement. Tu peux te retrouver quand même, si l'Allemagne bat l'Espagne, tu vas te retrouver avec potentiellement avec trois équipes à 6 points. Donc voilà, je crois, le critère c'est quoi? C'est différence de but, hein, c'est pas le face à Oui, non, face. c'est différence de but, je crois, ouais. Donc ça peut se jouer à ça. Est-ce que Ouais. le Japon va cartonner le Costa Rica?
Ça dépend de ce que va faire le Costa Rica. Est-ce que le Costa Rica se croit déjà en vacances ou pas? Moi, je pense que mentalement, ils y sont plus là, hein. Ah bah écoute, on va en Tu te parler, on prends va 7-0 quand tu rentres, en plus tu as visiblement, alors j'ai pas vu le match, hein, mais visiblement tu as pas touché un ballon, de ce non. que j'ai compris et Très 85 13 pour 10 85 13 pour 87-13 ou 83-17, je sais plus, j'inverse alors peut-être le 3 et le 7. attention parce que la FIFA, ils nous font un truc chelou ça cette année, Oui, ils nous mettent le pourcentage de ballons en duel. oui. Alors je ne sais pas est-ce qu'ils considèrent un ballon en duel, mais les pourcentages ça fait plus 100 maintenant. Oui, oui, ça veut dire qu'il est ni à l'un ni à l'autre. Ouais, bah, il est où alors? Écoute, j'en sais rien. Mais ouais, je crois que c'est ça. Merci Friol, je crois que c'est ça, 83-17. Mais bon, même avec, non, ben voilà. Donc, mais on va y revenir. Euh, est-ce que tu as eu, Baptiste, on va finir sur le Japon là-dessus. T'as eu le temps de voir comment ça réagissait par rapport en Asie, par rapport à la victoire du Japon? Ah bah, c'est la folie, enfin, c'est comme après l'Arabie Saoudite. J'ai vu les vidéos, à Tokyo où les mecs, célèbrent ça, mais ils y croyaient pas, mais personne n'y croyait. Donc c'est la folie, ça me rappelle un peu les images qu'on avait vues en Corée après la victoire sur l'Allemagne. C'est la même chose. On a battu les Allemands, c'est quand même une grosse écurie et tout le monde est content, les joueurs sont très contents et moi ce qui m'a fait plaisir, mais après ça c'est parce que j'aime bien la Corée, c'est qu'il y a 2 joueurs du Japon qui sont potes avec des Coréens, donc c'est, Minamino qui est pote avec Hong Hee-chan parce qu'ils ont joué ensemble à Salzbourg et Kubo qui est pote avec, Lee Kang-in parce qu'ils ont joué ensemble à Mallorca la saison dernière. Ils sont très potes dans la vie visiblement et les mecs ont dit: «On espère que ce qu'on a fait va les aider eux à réaliser aussi un exploit demain et on va les encourager demain». Donc c'est un retentissement parce que les Coréens veulent aussi faire la même chose. On parle beaucoup de ce qu'a fait l'Arabie Saoudite, de ce qu'a fait le Japon, donc ça leur donne eux aussi envie et non, en Asie, tout le monde est très content, personne ne s'y attendait, même l'AFC, tweet comme des malades, Ah «Oh le bah là. Japon», et cetera, donc c'est la folie, c'est la folie. Et on en revient aussi parce qu'il y avait quand même pas mal de Japonais dans le stade. On en revient à ce qu'on disait aussi l'autre jour, même si c'était pas les mêmes proportions avec la victoire de l'Arabie Saoudite. Quand l'Asie joue chez elle, c'est bizarre, elle a des résultats. Alors oui, mais on n'est pas en Asie. On est en Asie de l'Ouest. On est Et, à n'oublie, on est et, on et est sois gentil on est avec eux, ce sont eux qui dirigent l'AFC. on est Euh, plus au Moyen-Orient qu'en Asie, c'est mais oui, vrai, c'est oui, vrai. sur le continent asiatique, mais c'est l'AFC et c'est vrai que beh, après en 2014, le Japon, ils avaient commencé, ils avaient mis une rouste à la Colombie quand même, hein? C'est vrai. C'est En vrai. 2018 pardon, pas en 2014, 2018. C'est vrai. C'est C'est vrai. 2014 où ils sont tous passés à travers là. Mais 2018, le Japon bat la Colombie, donc le Japon a failli battre aussi la Belgique, donc c'est le pays qui a le plus de résultats ces dernières années. Je t'avoue que j'ai eu très très peur que le Japon refasse une Belgique 2018 face à l'Allemagne. Mais on voit que, voilà, ils ont finalement appris quand même et ils ont mieux géré la fin de match que quand ils avaient joué la Belgique. Bref, on verra ça, on suivra ça donc forcément dimanche pour le Japon. Merci à Yepablito pour le follow. Euh, on verra Et comment. encore une fois, il y a pas péril en la demeure pour l'Allemagne, hein, c'est Non, comme l'Argentine, c'est qu'un premier match. Alors certes, il y a l'Espagne qui se profile derrière, mais c'est ça, c'est la coupe du monde. c'est ça. Si l'Allemagne, parce que on le rappelle et ça a été dit aussi dans le chat, mais c'est vrai que si l'Allemagne s'impose face à l'Espagne dimanche, elle va quasiment s'entrouvrir une place en huitième parce on voit pas le Costa Rica aller taper l'Allemagne derrière ou alors voilà. Même si je suis d'accord avec Red le Rouge qui nous dit que l'Allemagne c'est un peu la décadence du foot moderne, le fait de jouer sans attaquant. Oui, Eh beh, qui les a tués à votre avis? Il s'appelle Pep Guardiola. Non, mais c'est vrai, mais c'est oui, lui mais qui oui, mais est je suis venu, d'accord. 109, au Bayern, mais ça, c'est un long débat, on n'est pas là pour ça parce que nous, on n'est pas sur l'Europe, mais depuis l'époque Guardiola au Bayern et qu'il jouait sans neuf, bah, il n'y a plus de neuf. Il y a plus de neuf allemands. Ça C'est ça. n'existe plus. Non, non, mais on est d'accord. Et d'ailleurs, l'Espagne, l'Espagne, c'est pareil, n'a joué aujourd'hui 109. C'était Asensio. Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont joué le Costa Rica. Et ils ont Morata quand même, ils ont un vrai neuf. Oui, mais il L'Allemagne, n'était pas titu. non. Non, mais ils en ont un quelque part. Ils en ont, mais ils les Les font pas Allemands, ils forcément en jouer. ont, c'est pas en Et, 1re division, quoi. et Morata entre quand il faut, bah voilà, quand il faut s'amuser un petit peu en fin de match. On va passer justement sur ce, je sais pas si on doit dire ce match.
sur ce massacre en règle qu'a été ce Espagne-Costa Rica. Alors moi j'ai tweeté, hein, le Costa Rica avait prévu de garer le bus, ils ont laissé les fenêtres ouvertes. Bon bah voilà, hein, on avait espéré hier quand on a fait les paris, on avait espéré entre guillemets, on s'attendait, hein, il n'y avait pas de surprise. On s'attendait à ce que le Costa Rica ne tente pas grand-chose. Avec Luis Fernando Suarez, moi je l'avais dit, ils vont rien tenter. Ils jouent que des gros, donc ils vont verrouiller. Ils ont fait que ça. Sauf que là, là voilà, c'est même pas les limites de verrouiller. C'est-à-dire que la stratégie du jeu verrouille, ça marche, sauf si tu prends un but très très vite. Et c'est assez dramatique. D'ailleurs, je vais vous montrer comment réagit la presse costaricaine. Je vais vous montrer quelques-unes. Donc ça parle forcément. L'Espagne frappe au cœur du Costa Rica avec une goleada. Comment on traduit goleada en français? On peut le dire, une goleada, un carton? Ouais, c'est pas. Bref. Ah oui, bah non, c'est même pas c'est même pas une main en fait. C'est même pas une main Non, du bras. goleada, c'est quand tu mets un carnal, quand tu mets une branlée, quoi, en français. Mais, Bon, bah voilà, t'as on va traduit. dire branlée. Avec une branlée humiliante. Donc ça, c'était l'Etika qui vous dit ça. Je vais vous en montrer d'autres. Voilà, la scellé, le, le- le scandale de la scellé qui permet à l'Espagne de battre un record dans l'histoire des mondiales. Pareil du côté de Dario Extra, où ça parle de ridicule international. Voilà, on y va gentiment, hein, du côté de Costa Rica. En même temps, on les comprend vu ce qui s'est passé. Alors, Et on n'aime pas voilà. les stats, mais là, ils ont pris la plus grosse défaite de l'histoire de la Coupe du Monde, hein. Ah non! Bah, c'est ce qu'ils disaient depuis 98. Ah oui, depuis De ce que je comprends. 98, parce que 10-1 Salvador, Hongrie-Salvador en Oui, 82. Depuis 98, ils ont pris la plus grosse rouste qui existe. Voilà, et ils auraient pu en prendre, 0. beaucoup plus. Alors forcément, moi personnellement, je remercie cet homme-là, hein, Luis Fernando Suarez. Je l'avais senti venir qu'il allait rien proposer avec cette équipe, qu'il allait la massacrer. On va rappeler quand même que la fédération costaricaine, et je l'ai tweeté, la fédération costaricaine l'a prolongé jusqu'en 2026 avant la Coupe du Monde. Et on nous dit dans le chat que la plus grosse branlée, c'est 8-0 Allemagne-Arabie Saoudite en 2002. Alors, c'est Opta qui a dit de la merde. Pardon, j'ai vu ça passer sur Opta et c'était écrit depuis la Bulgarie 6-1. C'est vrai qu'en Je t'avoue, 2002, j'ai pas eu en 4. tête des cartons comme ça. Mais Nostromo nous dit 8-0. Alors Red le Rouge nous dit Allemagne-Arabie Saoudite 2002 et Nostromo confirme avec un 8-0. Plus fort qu'Opta, le Ouais, chat. Le triplé de Klose, ce premier match de l'Allemagne contre l'Arabie Saoudite. En Oui, c'est 2002. vrai, mais oui, j'avais Voilà. en tête un 8-2, mais non, c'est 8-0. Le chat de Donc, Hello, plus fort que Opta, effectivement. Merci Red le ouais. Rouge de le confirmer. Vous pouvez tous postuler à Opta si vous voulez, ou alors on va lancer Opta Hello. Bon. Voilà, Non, ça bref. ira. Hein? Si l'Allemagne égalisait, c'était pas le même match. Voilà. Merci Baptiste pour cette analyse. N'oubliez pas le hashtag expertise, hein, après cette phrase. mais voilà, pour revenir, pour être un tout petit peu sérieux avec ce Costa Rica, c'est un petit peu tout ce qu'on craint. Et justement, on a le pendant avec le Canada qui a joué ce soir. On a deux équipes de la zone CONCACAF. Il y a des cartes qui sont en train de se rebattre, hein, ces derniers temps du côté de la CONCACAF. On en a déjà suffisamment parlé sur Lucarne Opposée, que ce soit à travers différents articles ou même quelques émissions. Même en avant Coupe du Monde, hein, quand on évoquait la zone. Il y a un train à prendre, il y a un train que le Costa Rica n'est pas en train de prendre, clairement pas. Ils souffrent déjà économiquement de la puissance des voisins du Nord, hein, parce que leurs joueurs s'expatrient très très vite au Nord, que ce soit au Mexique ou en MLS ou même dans les divisions inférieures de MLS. Et leurs clubs, eux, sont en train de se faire massacrer par la CONCACAF qui les exclut petit à petit de la CONCA Champions pour justement, et c'est pas anodin, laisser de plus en plus de place aux Canadiens. C'est pas anodin. Cette histoire-là, et on arrive avec une sélection qui arrive à la Coupe du Monde, qui oublie que la Coupe du Monde, c'est ce que je tweetais, hein, est une vitrine internationale, que c'est aussi grâce à la Coupe du Monde que tu montres comment tu travailles, comment ton football avance. Le Costa Rica a décidé de ne rien montrer, parce qu'on l'a dit hier avec Diego, hein, Diego a parlé, a donné des noms, a expliqué sur les éliminatoires qu'il y avait eu des choses intéressantes, pas tout le temps, mais il y avait eu des choses intéressantes de la part du Costa Rica quand il avait décidé de se mettre à jouer. Et le Costa Rica a décidé de ne pas jouer et donc prend 7 buts face à une Espagne qui joue sans avant-centre les 3 quarts du temps.
aurait pu en prendre beaucoup plus. Il n'y a pas grande analyse footballistique à faire de ce match, hein, Baptiste, on est d'accord. C'était pas un match en fait. Bah, non, mais de toute façon, quand il y a 7-0, c'est qu'il y a une équipe qui était pas là, hein. Je pense que même Marcelin peut le confirmer, mais Ouais, mais un après, tu sais, tu as 7-0, des qu'est-ce que tu moments. veux analyser? Ouais, mais si tu penses au 7-1, bon, tu vois, il y a une dizaine, il y a 8 minutes de totalement dingue qui explosent le match. Oui, mais Là, c'est pas le là, quand cas. tu regardes l'intégralité des stats, tu vois que l'Espagne a fait un match d'entraînement. Ah oui, 15 du temps, tu as le ballon. En gros, tu as juste le ballon quand il y a un 6 mètres et quand tu dégages. je crois même que Unai Simon, dans les buts, le premier ballon qu'il attrape, c'est en fin de match, c'est un centre raté. Donc, Voilà, donc donc globalement, enfin non, il y a rien à dire, enfin, il y a non, rien non. à moi, je savais que le Costa Rica était pas exceptionnel par rapport à ce que j'ai vu face à la Corée et c'est ça qui m'inquiète, c'est que la Corée n'a même pas battu ce Costa Rica, mais je m'attendais pas à ce qu'ils en prennent 7. Je Non, mais pensais que ça après, allait finir à après, 2-3-0, mais jamais 7 quoi. voilà, c'est un peu ce qu'on disait hier, mais après, c'est ce qu'on expliquait hier hein, quand on a lancé les paris, où on disait moins de 3,5 buts. Vous avez noté, il faut toujours parier l'inverse. Donc, moins de 3,5 buts, ça fait deux fois 3,5 buts. Donc, il faut mettre plus. Vous avez bien compris la logique des paris à l'eau, vous verrez tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, je suis peinard, je ne vais pas me mouiller. Euh, donc, ça va. Ça retombera sur les deux bonhommes qui m'entourent. Mais oui, après, on pouvait imaginer que, entre guillemets, on aurait un match de hand pendant très longtemps, avec une sorte d'attaque-défense, l'Espagne qui se casse les dents, et que ça finisse par traîner, traîner, traîner. Et forcément, ça conduirait à une victoire de l'Espagne, mais pas à un carton. Bon, bah voilà, hein, c'est ainsi. Voilà. C'est- Mais il y a vraiment rien à dire. Je pense que là, par contre, j'espère que le Costa Rica va se remettre en question. C'est une très bonne question. Je ne sais pas comment ils vont gérer cet homme-là, donc qui, je le disais, a été prolongé jusqu'en 2026. Est-ce qu'il y a de la relève demande Red le Rouge. Il y avait quelques jeunes là. T'en as vu un sur le terrain. Enfin, t'en as vu un. Il était sur le terrain. On en a parlé hier, Jewison Benete. Il était sur le terrain. On l'a pas vu hein, forcément parce qu'ils n'ont jamais eu le ballon. Mais après, très honnêtement, oui, il y a quelques anciens. Je fais un bisou à Bein Sport qui est persuadé que Joel Campbell vit sa dernière Coupe du Monde. Hein. Ça, c'était fantastique. Il y a eu tout un débat en avant-match sur l'âge du Costa Rica et ils évoquaient Joel Campbell. Personne n'a été capable de donner l'âge de Joel Campbell. Il a 30 ans. Voilà. Mais est-ce qu'ils Donc, peuvent se qualifier pour 2026? Ça, c'est une question, je ne sais pas, parce qu'il y a déjà 3 CONCACAF qui seront ouais, qualifiés j'ai pas les. d'office. Bah, après, on va passer à Eux, ils 48 peuvent. en 2026. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, bon, bah, ils seront qualifiés alors. Donc normalement, ils vont passer. Donc normalement, ils ont les moyens de travailler. Est-ce que Luis Fernando Suarez va décider de travailler? Le problème, c'est que tu pourrais, tu vois, et on va l'évoquer avec le Canada, là, on va y glisser dans 10 secondes. Euh, Tu pourrais utiliser cette Coupe du Monde-là en te disant, je prépare 2026, qui sera la compétition qui sera dans ta zone. Donc voilà. Tu peux te dire, je commence à travailler, j'incorpore mes jeunes, mais c'est surtout, c'est pas que incorporer ces jeunes, c'est-à-dire tu dois aussi donner une façon de jouer, définir une. Alors, je sais que c'est le terme un peu pompeux qui veut tout dire et rien dire. euh, Définir une identité de jeu, donc créer une philosophie. Comment cette équipe va jouer, quel que soit l'adversaire, comment elle va faire. Voilà, là, Luis Fernando Suarez, mais c'est ce qu'il avait fait avec le Honduras. Hein. Vous les aviez vus, le Honduras, quand ils avaient joué la France au Brésil hein, en 2014. Donc voilà, il n'avait fait que garer le bus. Et il ne propose rien. Est-ce qu'ils vont utiliser cet homme-là, continuer de s'appuyer sur cet homme-là pour 2026? Ça peut aller très vite parce que très franchement, vous l'avez vu avec les unes de la presse, euh, personne s'attendait à une telle rouste hein, quand même. Je pense que pas grand monde pensait que le Costa Rica allait battre ou accrocher l'Espagne. Certains en rêvaient potentiellement. Mais, euh, mais 7-0, vous avez vu les unes, elles sont très très virulentes. Il y a quelques commentaires de suiveurs du football costaricain, de journalistes et de consultants qui sont très très violents envers la sélection après cela. Voilà, le dernier tour de piste, on en a évoqué hier, c'est le dernier tour de piste de la génération 2014 pour une grande majorité d'entre eux. C'est en train de tourner au convoi mortuaire, quoi, hein, concrètement. Et malheureusement pour eux, il y a cette image-là qui va être écornée et il y a le fait qu'on ne prépare rien quand les autres sont en train véritablement de préparer. Ouais, c'est peut-être un peu le Sam Allardyce, Frioul, je t'avoue, je sais pas trop, moi le foot anglais, je suis pas des masses. Mais voilà, c'est un garçon qui verrouille. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le Costa Rica. Un truc à rajouter, Baptiste? Ouais. Oui, juste en fait, Opta, c'était la plus grande victoire de l'Espagne en Coupe du Monde. C'était pas la plus grosse victoire de la Coupe du Monde, de l'Espagne en Coupe du Monde. Voilà. Voilà. Donc Bon, ben, c'est moi qui avais mal lu
le tweet de Opta. Voilà, donc tu pourras t'excuser grandement auprès Je d'Opta. m'excuse auprès d'Opta. Mais je maintiens que si le Costa Rica avait marqué le premier but, c'était pas le même match. Voilà. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Puis ils ont eu les occasions pour. Mais on maintient aussi que le chat est très très solide sur les stats aussi. Voilà. Comme ça, on est parfait. On va parler justement de l'équipe qui construit. Et c'était le match qu'on attendait, hein, on en a parlé hier, Baptiste. Ce Belgique-Canada. Et là, pour le Mais coup, un peu décevant quand même. un De peu la décevant sur la part deuxième mi-temps. des Belges. Ouais, de la part des Belges, un peu décevant sur la durée en fait, parce que le Canada a fait j'ai presque envie de dire un peu comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, physiquement, ça Exactement. les a rattrapés, quoi. Ils ont craqué physiquement. Ils n'ont pas réussi à réaccélérer au moment pour achever les Belges, qui eux, pour le coup, nous ont fait dans la continuité des Pays-Bas, des Allemands, des Argentins. Ils sont arrivés en tongs. Prépare-toi Marcelin, hein, la prochaine qui arrive en tongs, c'est le tien, hein. Ah, mais les Havaianas brésiliennes sont solides, hein. Ouais, mais franchement, Exactement. les équipes qu'on considère grandes équipes, à part l'Espagne et la France, la France a fait 15 minutes en tongs, l'Espagne non, mais globalement, ils arrivent tous en tongs, hein, en ce moment-là dans les matchs, hein, sur le début, hein. Après, Ceux qui sont Ça annoncés va des aux grands. Brésiliens, les tongs, c'est bon. Ouais, ça leur va bien, ça leur Avec va le bien. tong. Après, les Argentins te diront que Maradona en 90, il est en tongs tout le temps, sauf pendant les matchs, hein, donc Ouais, mais tu t'attends pas à ce qu'une équipe qui a un De Bruyne au milieu n'arrive pas à toucher un ballon au milieu, quoi. De Bruyne a fait un match C'est horrible, hein. Ah oui, l'action où il décale pas, Tielemans, sur la droite et qu'il Ouais, essaye d'envoyer Carrasco, alors là, tu t'attends pas à ça de sa part, en fait. non, Là, moi, clairement je pas. voyais le but, hein. Je voyais Ouais. le but tout de suite et c'est lui qui le prend pour lui. Alors que le Canada, alors eux, aucune pression, comme les États-Unis, on y va, on joue au foot, et on n'arrive pas à finir les actions. Mais voilà, alors là où on est content, et c'est là où je veux un petit peu en venir sur le parallèle avec le Costa Rica, même si les forces en présence sont pas tout à fait les mêmes, hein, il y a vraiment un effectif beaucoup plus solide côté Canada, mais voilà, on a ce mélange, on a quelques jeunes sur le terrain, et c'est Nostromo le dit dans le chat, mais c'est aussi cela, c'est cruel, mais ils apprennent, ils payent leur manque d'expérience, parce que très vite, on a compris, le penalty, il est arrêté par Courtois, mais il est quand même très très mal tiré par Alphonso Davies. Il y a aussi ces histoires de penalty qui sont pas sifflées en faveur du Canada en première mi-temps, mais tu sais très bien, tu le sens très bien que s'ils ne confirment pas leur temps fort, ils vont se faire piéger. C'est le grand classique de l'histoire du football. Ouais, peut-être que sans Courtois, la Belgique, pas sûr que la Belgique gagne, je sais pas. Le fait est que les attaquants, on parlait d'Allemagne qui a pas de neuf, là il y avait des neufs. Il y avait Jonathan David, il y avait Kyle Larin qui est entré en jeu. Ils ont quand même été très très maladroits devant le but, hein. Bah oui, et alors, enfin, il y a pas Blito qui demande pourquoi c'est Alphonso Davies qui les tire. Bah, en fait, Alphonso Davies, de base, c'est un attaquant. C'est pas un arrière gauche comme le fait le Bayern. À la base, il est censé jouer, ailier gauche. Donc c'est un attaquant, donc ça peut être logique, c'est lui qui les Et tire. il est attaquant dans cette formation, hein. Et il est attaquant dans cette formation. D'ailleurs, il a toujours été attaquant, même quand il était, alors je sais pas s'il a joué en MLS lui? Si, il a joué en MLS. Alphonso Où Davies, il est passé très ouais, jeune et il n'a pas du tout joué du tout. Mais c'est une il a bonne été question. formé il était formé comme un attaquant et hem et c'est vrai qu'ils ont très mal fini les actions. C'est là où je voyais un petit peu, les Sénégalais. C'est-à-dire que le 9, il n'arrivait pas à ça combinait bien sur les côtés, ça avançait. Alors c'était un peu mieux abouti que les Sénégalais qui, eux, ne savaient pas quoi faire du ballon. Là, on savait quoi faire, mais par contre, une fois qu'on arrivait devant la surface, on savait pas quoi faire. Et Et en fait, à chaque fois, c'était un mauvais geste. David qui doit décaler sur la droite, son coéquipier qui est tout seul, bah, il se retourne, il frappe, elle est toute pourrie, elle est dans un défenseur. ouais. C'était incroyable. Tu devrais vraiment là pour le coup. Attention à toi, Baptiste, parce que Alphonso Davies, l'Omerca nous le confirme dans le chat. Premier message, bienvenue à toi. Il a joué en MLS, il a joué au Whitecaps. Tu sais, ce superbe club basé à Ah Vancouver. bah, tu vois? Tu vois? Tu vois? Mais moi, quand je regarde les Mais Whitecaps, c'est je vrai, vois que c'est vrai, Wesley maintenant je m'en Kidberg. souviens, et il était devant au Whitecaps, il était devant là dans ce couloir. Oui, bah, il a toujours été, Hmm. attaquant Mais ça a été une surprise et donc d'ailleurs c'est quand le normal. Bayern l'a fait jouer latéral, hein. Mais c'est en fait, ils l'ont fait jouer latéral, parce ils avaient des blessés, je m'en souviens. Ils se sont dit: «Bah, on a lui, on le met» et ils ont trouvé que le gars était exceptionnel en 2019. Bah, ils l'ont laissé.
Et C'est c'est vrai. vrai qu'en 2019, il est très, très bon sur son côté. Ouais, ouais, ouais. Donc ils l'ont laissé et il gagne la Ligue des champions l'année d'après, hein. Et ouais, oui, oui, c'est vrai. Olive nous dit qu'il est déçu par le Canada. Je sais pas si on peut être déçu par le Canada parce qu'on a vu justement ce que c'est de vouloir montrer son football, d'avoir un style de jeu, comme disait, je crois que c'était Paul Bismuth tout à l'heure. Le Canada a joué sa première mi-temps comme il a joué les éliminatoires nord-américains. Il y a ce pressing intensif, ça vient t'agresser, ça vient mordre très très vite, et ça bondit surtout, ça bondit très vite dès que ça récupère la balle. Euh, alors ça donne effectivement, Red le Rouge, des moments où les équipes semblent un petit peu coupées en deux, surtout côté Canada, parce que ça se rue à l'attaque, ça essaye d'asphyxier. Mais voilà, quand on disait avant la compétition euh, que cette équipe, euh, que cette équipe était l'équipe la plus enthousiasmante de la CONCACAF, très franchement, la première mi-temps du Canada, bah pour qu'on arrive à être déçu du Canada dans un match face à la Belgique, déçu pour eux en termes de score, c'est qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Alors oui, la Belgique a montré de grosses, grosses limites. On est un peu, je l'ai vu passer le message, je sais plus qui l'a dit, on est quand même pour la Belgique, on l'évoquait un peu hier, on est aussi dans le dernier baroud d'honneur d'un cycle qui se termine hein, pour les Belges, hein. C'est un peu la Croatie, hein. Oui et je pense qu'ils disent ils sont déçus parce qu'on en a fait beaucoup sur le Canada, en fait. Il y a eu beaucoup de grandes attentes et je pense que certains s'attendaient à beaucoup mieux que par rapport à ce qui était annoncé. Mais par contre, oui, s'il y a une hype autour d'un pays, c'est pas à cause du pays, hein, c'est les gens qui montent la hype et pour moi, le Canada, tu peux pas être déçu du match qu'ils ont fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent de plus à part finir une action? Bah c'est Mais alors ça. Et là, pour le coup, ils mettent le penalty, je pense que c'est le feu pendant tout le match parce que la Belgique aurait été obligée de beaucoup plus jouer vers l'avant et d'essayer d'un petit peu se remettre à l'endroit et là, ça serait parti dans bah, tous les sens. je t'avoue que quand il y a le penalty qui est accordé, je dis à mon fils, si le Canada marque derrière les autres, ils vont se retrouver dans une situation où ils vont prendre des fusées. Parce que Ah, vous c'est l'avez ça. vu, hein, quand vous avez c'est pas la même chose quand vous commencez à laisser des espaces à un Tajon Buchanan ou à un Alphonso Davies hein, dans le couloir, ça fait des dégâts de fou, hein. Et d'ailleurs, on a vu ce qui va être la limite de la Belgique, hein. Défensivement, la Belgique, c'est pas possible, hein. Non, c'est très, très compliqué, mais c'est leur fin de cycle, hein. C'est Et ça. Compagnie est passé par là, il y a pas de raison que Vertonghen et Alderweireld ne passent pas par là non plus, hein. Ouais. Bah oui, bah oui. Mais bon, voilà. Mais, Après, on heu, mais verra. le Canada, il non, faut pas être déçu de ce qu'a fait le Canada. En plus, pas de coupe du monde depuis 86, C'est ils ça. arrivent, ils dominent, largement la Belgique. Ils ont des joueurs qui sont jeunes et qui sont en train de se ré qui sont en train d'apprendre aussi. Moi, on pouvait s'attendre à moins bon, hein, en fait, finalement, hein. Là, non, franchement, c'était un bon match, c'est juste dommage que la Belgique n'ait pas répondu présente, Ouais, heu, pour qu'on ait une vraie pour qu'on ait opposition une vraie avec deux opposition. équipes, parce qu'on s'attendait à ce que la Belgique, parce qu'on l'a vu par instant quand même, le potentiel offensif de la Belgique, il est quand même hyper impressionnant. Bon, c'est pareil, il va falloir qu'il trouve un vrai attaquant, un vrai buteur, même Ah, s'il a il est sur le marqué, banc pour le même s'il moment. a marqué. Mais oui, bah oui, il est sur le banc, mais dans quel état va-t-il rester voilà. Mais Romain dans le chat fait le parallèle avec le Pérou. On est sur la même distance, hein, 36 ans sans Coupe du Monde. Cette génération-là n'a jamais connu la Coupe du Monde pour le Canada. On a souvent insisté sur le côté la Il y en a gestion qu'un qui l'a connu. au Canada. Bah oui, Hutchinson, c'est le seul. Je pense que c'est le seul qui était né à l'époque. C'est possible. Et non, mais en fait, voilà, ils n'en ont jamais joué. On pouvait se poser, c'est une question, c'est des choses que l'on aborde et que l'on a abordé par exemple par rapport au Qatar sur son match d'ouverture. Quand tu n'as jamais joué une phase finale de Coupe du Monde, tout cet aspect charge émotionnelle, franchement, on l'a pas vu côté Canada. Donc être déçu de ce qu'a fait le Canada, on peut pas en fait. Ils ont fait leur match, ils ont fait ce que l'on attendait du Canada. Oui, ils peuvent être frustrés sur le résultat parce qu'ils méritent franchement mieux. Mais voilà, et ça revient à ce qu'on disait et on va conclure là-dessus sur les matchs du jour. Euh, Attention en 2026, quoi. Oui et il faut que ça perdure jusqu'en 2026. C'est long 4 ans, hein. C'est long 4 ans, mais là, pour le coup, on n'est pas dans un... Tu vois, c'est la question qu'on se pose, par exemple, sur l'Équateur, où on se dit, si ça se continue à travailler comme ça, 2026, ils vont être normalement meilleurs que là. Moi, je les attends plus sur 2026 si ça travaille vraiment. Parce qu'on sait comment ça marche en Amérique du Sud. Là, au Canada, entre le projet Herdman qui chapeaute toutes les sélections, qui chapeaute les sélections de jeunes aussi, hein, quand même. Donc, tu vois, tu as Mmh. un vrai projet global. La Canadian Premier League qui s'est lancée, qui commence à tourner, qui a déjà signé ses contrats télé, qui accorde des places pour aller jouer la Ligue des Champions aux franchises qui ont été formées il y a peu.
Tu vois, d'ici 4 ans, c'est tout ce football-là, toute cette dynamique-là, elle aura continué et dans 4 ans, ils seront pays hôtes. Donc ça va forcément perdurer. Oui, mais après, tes joueurs qui sont stars aujourd'hui, dans 4 ans, tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Ça, on est d'accord. Mais tu en auras peut-être fait émerger d'autres. Voilà. Mais bon. En tout cas, La cette défaite. Chine attend depuis 25 ans d'émerger un joueur. Oui. Oui, mais la Chine ne travaille peut-être pas dans le bon sens, tu vois. Pour, Est-ce que la Chine travaille? Ça, bah, c'est je un pense autre qu'elle ne débat. travaille plus. Elle a travaillé 6 mois, Elle a ils ont pris tous les travaillé 6 mois, Brésiliens, 1 an. Elle s'est arrêtée tous les très vite. Brésiliens qui étaient là, elle les a pris, elle est venue prendre des chèques et puis Covid, ils sont tous partis. Voilà. OK. Donc voilà. Donc en tout cas, cette défaite ne conditionne pas véritablement le futur du Canada dans cette Coupe du Monde parce qu'il va y rester, il va rester 2 matchs. Et puis Euh, comme il y a eu 0-0 entre Maroc et Croatie, finalement, Exactement. Et on se dit que ce Canada-là peut faire très très mal à la Croatie par sa vitesse. Parce qu'on a vu que la Croatie, on parlait de fin de cycle, elle a du mal quand elle commence à se faire bouger et quand en face ça commence à courir un peu vite. Et ça sera peut-être un peu plus compliqué face à la défense marocaine parce que pour le coup, la défense marocaine, faut la bouger, hein. ouais, mais tu vois, si nos chers amis marocains, arrivent à bouger la Belgique, ils peuvent se mettre à rêver et à sortir, hein. Exactement. Donc Donc ça voilà. peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. On s'attendait à ce que ce groupe-là soit un groupe hyper intéressant. Voilà, on y est. Les écarts sont très minimes. Vivement la suite et on espère donc que ce Canada continuera d'avancer. Tout reste possible, comme dit Nostromo, avec plus de percussion et d'impact. Moi, je pense suffit juste de finir les actions. S'ils arrivent à finir les actions, euh, voilà. C'est un détail, Mais mais c'en mais est pas un, hein. mais attends 2 secondes, je coupe tout, il a joué, Mislav Orsic aujourd'hui là? Non, il n'était pas Il est titulaire. rentré en jeu, Il est peut-être rentré, ouais. il a joué aujourd'hui. Donc on a un joueur de K-League qui a joué aujourd'hui et ça, en dehors d'une équipe de la Corée, ça c'est à souligner. Voilà, il est toujours ramené à l'Asie. Il est incroyable, ce mec. Attends, Mislav Orsic, c'est juste un mec incroyable, il a une carrière qui est dingue. Il me fout des buts à Chelsea, le mec il a fait la majorité de sa carrière en Corée, quoi. C'est fou. Et voilà, voilà. Toujours la Corée, hein. On finit toujours par retomber sur la C'est Corée. c'est c'est qu'il y a quelque chose, le Brésil n'est plus la place forte du foot, Voilà, Marcelin. c'est ça. Bah justement, on va y aller au Brésil dans un instant. Pour répondre à Red Le Rouge, est-ce que vous ne trouvez pas que cette Coupe du Monde est plus intéressante que prévu? Moi, je la pensais très intéressante de prime abord. Euh, Aussi parce qu'il y a quand même quelques sélections. Alors, je sais que c'est particulier de dire ça en disant qu'on trouve ça intéressant pour cela, mais on savait aussi qu'il y a certaines grosses sélections qui allaient arriver dans des états de forme un peu bizarres. Euh, voilà. Attention à la question, hein, plus intéressante que prévu, mais ne l'avons-nous pas rendue inintéressante par les polémiques qu'on a créées autour? Ça, c'est fort possible. Et que finalement, une coupe du monde, ça reste toujours intéressant. Et qu'aux coupes du monde, Et on ça, regarde même 2018, il y a toujours des surprises. et on s'aperçoit, 2018, c'est ça. tu t'attends pas à ce que l'Allemagne, elle se fasse taper, qu'elle gagne pas face à la Suède, qu'elle perde face au Mexique, qu'elle perde face à la Corée. Là, pareil, tu t'attendais pas en 2018 qu'un tel faisait ça, machin, donc c'est Et là, une coupe du monde, il y a toujours des choses. on se retrouve au jour 4. L'Argentine s'est fait taper par l'Arabie Saoudite. L'Allemagne s'est fait taper par le Japon. Le Canada a bousculé la Belgique. Voilà. On est bien. On est bien. Et on a renvoyé l'Australie en Océanie. Donc, franchement, en 4 jours, on a fait beaucoup de choses quand même. Bref, Ah mais voilà. attends, Marcelin, il est en panique, là, il est plus bien là. Je vois sur son visage. Non, non, regarde la sérénité brésilienne. On va les aborder, ces Brésiliens. Rappel donc des résultats du jour: 0-0 Maroc-Croatie. Victoire du Japon face à l'Allemagne. 7-0 pour l'Espagne face au Costa Rica. Et victoire d'un but, 1-0 de la Belgique face au Canada. Allez, on a fait les matchs du jour. On va passer à ceux de demain. Et là, on va commencer à rigoler, je pense, parce que là, il y en a 2 qui sont directement concernés. Il y en a un qui a fait beaucoup le malin là depuis le début de l'émission. On va voir s'il va continuer à le faire. Ah mais moi je m'en fous, je fais le malin, hein. Alors le programme de demain, justement, je vais vous le montrer. Il est là. Ça va démarrer avec toujours le match de 11h, qui est le match le plus passionnant sur le papier. Suisse-Cameroun, même si il va être intéressant, ce Suisse-Cameroun. Tu parles bien de l'équipe qui a perdu face à l'Ouzbékistan, hein, c'est ça? Oui, bien sûr.
Ok, Et une d'accord. équipe que son président de fédération voit championne du monde d'ici quelques semaines, hein, quand même. Donc voilà, hein, si vous n'avez pas lu entre les lignes, on parle du Cameroun, hein, voilà. Donc, donc voilà, ça va se poursuivre avec Uruguay, Corée du Sud, le match qui va déchirer la rédaction de Lucarne Opposé. Enfin non, qui va déchirer deux personnes à la rédaction de Lucarne Opposé, parce que je pense que les autres, on va regarder ça de loin, tranquillement. On va rigoler. Euh, on est donc à la veille de ce match-là. Baptiste, côté Corée du Sud, la question elle est simple. On est dans quelle disposition à la veille du match? Quelles sont les dernières infos et les dernières tendances par rapport à ce match? Alors, les dernières infos, c'est qu'il n'y a finalement plus qu'un blessé. C'est Wang Yishan qui ne jouera pas. Il n'est pas remis de sa blessure, c'est la cuisse. Son Heung-min, lui, par contre, sera là. Ça a été annoncé aujourd'hui, donc il a rejoué, il a retouché le ballon de la tête, donc visiblement ça tient. Il n'est pas gêné par son masque, il y avait juste un peu la transpiration quand il est arrivé au Qatar, parce qu'il les a essayés d'abord à Londres avec Tottenham et la transpiration le gênait au début, mais il arrive à voilà, ça le dérange plus trop maintenant, il arrive à s'y habituer. Donc il sera prêt, il est en forme physiquement puisque c'était juste une fracture du visage, donc il a pas d'autres pépins, musculaires. Il est en forme et Kim Jin-soo qui lui était aussi blessé, qui n'avait pas participé à tous les matchs avec, l'équipe, lui aussi devrait être là. Ça a été annoncé par Paolo Bento en conférence de presse aujourd'hui. Donc, à part Wang Yishan, le groupe au complet. Paolo Bento a dit quelque chose que, alors encore une fois, je suis d'accord avec lui, mais ça c'est ce qu'il avait déjà dit avant de prendre l'avion pour le Qatar, c'est qu'ils n'ont pas de pression. En fait, eux n'ont plus aucune pression parce qu'ils n'ont pas l'habitude de sortir de la phase de groupe. Il n'a pas tort, 2014-2018, ça sort pas. Donc il y a pas de pression sur les joueurs et ils sont complètement libérés. Pour eux, ceux qui ont la pression, bah, c'est l'Uruguay et il n'a pas tort. C'est l'Uruguay qui a des quelques prétentions dans cette coupe du monde et qui va donc jouer avec peut-être, comme les autres, un frein à un moment donné, alors que la Corée, rien à perdre. Et les joueurs sont assez confiants. Alors ils sont confiants parce que leur groupe travaille bien. Ils sont au Qatar depuis quelque temps. Ils sont ensemble depuis la fin du mois d'octobre pour ceux qui jouent en Asie. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que Jang Woo-yong qui alors pas celui de Fribourg, mais celui qui joue à Al Sadd, donc au Qatar et qui connaît donc bien le pays, a dit que l'une de ses forces prin de la l'une des armes principales de la Corée, c'était les coups de pied arrêtés. OK, donc ça veut dire que l'ambition, c'est on va essayer de chercher un corner, on va essayer de chercher un coup franc et on va essayer de marquer là-dessus. Ça, c'est ce qui me fait peur. Ça rejoint aussi les propos de Son Heung-min qui dit qu'il considère toujours son équipe comme la plus faible. Alors non, va peut-être falloir arrêter, tu es pas la plus faible. Je pense qu'avec le Ghana qui est derrière toi, tu es pas la plus faible du groupe. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils vont se mettre à jouer, comme le petit poussait et qu'en fait, on va juste voir des Uruguayens qui vont avoir le ballon et qui vont faire une attaque-défense et Ah, attendre et les Coréens vont essayer de partir en contre-attaque. Ce qu'ils ont fait en 2018, en fait. Voilà, concrètement, c'est ce qu'ils ont fait en 2018 et c'est ça qui peut être compliqué. après, est-ce que c'est pas aussi du discours, tu vois, juste avant le match, pour essayer justement Bah, d'évacuer la pression de quand tu sais le côté on se place, on n'est jamais favori, il y a pas grand monde qui arrive en abordant un match en disant on est favori, tu vois? Oui, mais ça, c'est le problème, c'est que c'est la posture depuis trop trop longtemps. Ouais, C'est-à-dire qu'ils se positionnent jamais comme, bah, nous, on va essayer d'être les plus forts, de prendre le ballon, de jouer, dans un jeu et Paulo Bento, en fait, refuse toujours le jeu donc c'est quand il a une grosse équipe face à lui, je pense que Marcelin peut en témoigner, quand il a vu un Brésil, Corée du Sud, bah, la Corée touche pas le ballon, en fait, ils laissent le ballon aux adversaires et comme ils savent pas défendre, bah, ça finit toujours en rousse. Donc moi, j'aimerais bien, ils ont le meilleur buteur de première ligne, ils ont un joueur que c'est pas un tocard, Son Heung-min. Ils ont des joueurs qui jouent en Europe, voilà, ils ont, des armes et j'aimerais bien qu'ils utilisent l'Uruguay, ils ont aussi des joueurs qui jouent en Europe, mais ils ont pas, que des joueurs qui jouent en Europe, comme la Corée du Sud. Donc à eux aussi d'évoluer mentalement et de passer un cap. Et autre avant on va finir sur la partie Corée, parce que je pense que tu as des choses à dire sur l'Uruguay. ouais, j'en ai Hem, 2-3. ce qui va être bien aussi et là c'est en dehors du terrain, c'est que, la ville de Séoul a accepté que le match soit diffusé, dans la ville. Donc
je vous rappelais rapidement, suite à ce qui s'est passé à Itaewon, toutes les festivités avaient été annulées et le groupe principal de supporters qui s'appelle les Red Devils, on les invente pas, hein, a fait une demande à la ville de Séoul pour organiser, demain une diffusion du match sur écran géant. Ça a été accepté, donc ça va se faire au Gangwamun Square, qui est la plus grande avenue, en Corée du Sud. Je vous invite à aller regarder, c'est juste magnifique, hein. C'est une avenue qui est superbe avec le palais impérial au fond, la statue de Sejong, au milieu, l'inventeur du Hangul, l'ancien empereur de la Corée. Et donc là, ils vont installer un écran géant, ils vont regarder, ils attendent jusqu'à 10 000 personnes. Par contre, il y aura une sécurité de dingue Ouais. parce que voilà, ce qui s'est passé à Itaewon, c'est encore dans les mémoires, il y a une enquête et cetera. Il y a des gens qui sont arrêtés, des responsables qui sont trouvés parce qu'il en faut. C'est pour éviter ce qui s'est passé avec le Séoul en 2014 et donc ça fait du bien de voir ça. Les Coréens vont pouvoir savourer la coupe du monde, donc attendre jusqu'à 8 000 à 10 000 personnes sur sur cette place. Ça va être quelque chose d'assez beau à voir et si ça se passe bien, ils espèrent, et même si le match est bon et que ça se passe bien en termes de sécurité, de pouvoir le refaire, sur les autres matchs et même peut-être de faire beaucoup plus de choses que uniquement diffuser le match. Ouais, Parce que le j'imagine. match sera à 22 h. Donc c'est une heure où ils ont quitté le travail, même s'ils travaillent beaucoup, là, ils auront quitté, donc ils attendent du monde et ils vont pouvoir vivre une vraie, coupe du monde et peut-être pouvoir essayer de passer à autre chose et être voilà, de surmonter le traumatisme qu'ils ont vécu à Halloween. Et petite question, est-ce que tu as des infos sur le nombre de Coréens qui sont présents au Qatar? Il y en a? On a Il des y en a chiffres pas là-dessus? mal, alors j'ai pas les chiffres, mais il y en a pas mal, parce qu'il y a il y a beaucoup d'ouvriers, coréens qui y sont. Et il y a beaucoup d'expats, qui sont là-bas, donc il devrait y avoir pas mal de monde dans le stade. Il devrait Ouais, y en avoir pas mal. c'était la question cachée, hein, parce que je sais qu'en Uruguay, ça grogne un peu, on en parlera dans un instant, mais donc il va y avoir normalement, on s'attend à une jolie masse coréenne. Oui, alors après, est-ce que ça sera autant que l'Arabie Saoudite? Non, Non? mais il y aura quand même, pas mal de monde. Un peu comme les Japonais qui étaient Ouais, assez c'est ça. nombreux. Je pense que ça sera dans ces eaux-là, surtout que, en général, pour le pays, même s voilà, c'est le pays, on se déplace, donc il y aura du monde et il devrait y avoir du bruit dès que, Son Heung-min touche le ballon. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'en Corée du Sud, c'est pas forcément le match qu'on attend le plus. Le match qu'on attend, c'est Son contre Ronaldo. Ah oui, ah bah celui-là, mais puis Son contre Ronaldo, Paulo Bento contre le Eh Portugal oui! et Paulo Bento, son dernier match avec le Portugal, c'était en 2002 face à la Corée du Sud. Donc c'est superbe comme image. Son dernier match à la tête de la Corée du Sud, ça sera contre le Portugal. Bah non, puisque vous C'est allez beau. lui dresser une statue, puisqu'il va se qualifier pour les huitièmes. Alors là, alors je tiens à Toujours préciser que rappeler tout le monde l'enthousiasme dit coréen de Baptiste. que je fais le malin, machin, que mais demain, moi je vais pas rire. Moi demain, je vais me marrer, hein. Je vous le dis tout de suite, la Corée va perdre, je vais rigoler parce que c'est prévisible. Par contre, si la Corée gagne, je pense que Jérôme ne vient même pas à l'émission de demain. On verra. Écoute, on, on verra. Mais j'aime bien votre capacité. Marcelin m'a fait la même avec les paris, on en parlera tout à l'heure. Cette capacité à essayer de déclencher des effets Hello. Comme pour se rassurer. Oui, la Corée va perdre. Vous verrez le pari de Marcelin Ah aussi, si, genre pour s'offrir une victoire tranquille, il parie un truc, voilà. C'est bien bah les gars, c'est bien. attends, même Ça toi marche tu sais pas. que la Corée va perdre. Même toi tu le penses, tout le monde le pense, Oui, moi c'est je le. sûr. Oui, mais si je le dis, c'est mort, vous gagnez. Donc je dis plus rien, moi. C'est terminé, je ne dis plus rien. Mais effectivement, Romain, il risque d'être infernal si la Corée gagne, parce qu'il fait genre, mais voilà, on connaît le bonhomme. Déjà, l'AFC marche sur le monde, etc., etc. Voilà, on va Eh, 2 victoires. deux Personne à victoires. part l'Europe n'a fait 2 victoires. C'est vrai, mais parce qu'il manque pas mal il manque deux gros Sudam à arriver aussi. Donc, Je connais pas. donc voilà, bah, on va parler un petit peu justement du côté, du côté de la Céleste. On va rappeler, Jérôme m'a envoyé des notes, et alors c'est assez rigolo parce que la Ah, il note, a envoyé un dictionnaire, il il a m'a pas envoyé un envoyé des truc notes. énorme. On le publiera demain sur Hello, comme ça vous aurez tout le détail et tout. Parce qu'il rappelle quand même un côté statistique, hein, dans le sens, vous vous êtes joué 2 fois en Coupe du Monde et 2 victoires de l'Uruguay. Voilà. Ouais, par contre, en match amical, on les bat. Oui. Donc Mais alors t'as peut-être pas connu ça parce que t'es plus jeune, mais j'ai connu une époque où toi, en tant que supporter français, j'étais champion du monde des matchs amicaux. Voilà. Et ça marchait pas aux Coupes du Monde, hein. bah non, bah non. Donc bon.
Donc voilà, alors côté uruguayen, ce qui est assez intéressant pour aborder un petit peu la Céleste, alors Baptiste parlait de la Corée du Sud qui se prépare depuis quelques semaines, notamment pour ceux qui évoluent déjà en Asie. C'est aussi le cas pour l'Uruguay qui se prépare depuis quelques semaines en Espagne. Ceux qui ont terminé le championnat uruguayen sont arrivés assez vite. J'ai plus la date exactement, mais ça doit bien faire 15 jours, 3 semaines. On pense par exemple, on pense à Luis Suarez aussi, mais on va penser au gardien Sergio Rochet, et entre autres. Donc ça travaille depuis plusieurs semaines. C'est peut-être la sélection sud-américaine qui a travaillé sur le plus longtemps, la plus longue durée pour préparer cette Coupe du Monde, parce que je pense que le Brésil, vous êtes réunis à partir de quand au Brésil, Marcelin? Il n'y a pas si Ouais, c'est ça, longtemps, hein. une semaine. Ouais, parce que vous, En tout l'ensemble, cas, ils sont arrivés très tard au Qatar. Et il n'y a pas eu de stage avant. il n'y a pas eu de C'était pas stage de dernière possible. préparation. C'est les 2 matchs C'était qu'en septembre, du coup, contre Ghana-Tunisie. Ouais, Mais ouais, non, sinon la préparation était assez courte avec la saison en cours européenne et puis c'est ça, hein. au Brésil où ça se terminait très tard, il n'y a pas eu vraiment de préparation. Ouais, donc voilà. Donc je pense que l'Uruguay est peut-être la sélection qui a travaillé depuis le plus longtemps pour préparer cette Coupe du Monde, ce qui la rend assez dangereuse. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a changé de monde. Alors vous avez déjà vu plusieurs articles sur le site, on en a déjà suffisamment parlé. Ce n'est plus le Maestro Tavares, c'est Diego Alonso. Et alors c'est bien et c'est pas bien. La raison principale quand vous êtes en train de préparer un match, c'est que avant avec Tabarez on savait qu'il allait jouer, hein. Là pour demain on pouvait vous donner la compo, c'était réglé, c'était carré, c'était c'était écrit à l'avance. Là avec Diego Alonso, pour l'instant on ne sait pas comment va jouer cette équipe. Il y a une formation qui a été donnée par Ovation, qui est généralement bien informé, comme le précisait Jérôme, et c'est assez surprenant cette formation qui est annoncée par Ovation, avec notamment un milieu à 3, Valverde, Vecino, Bentancur, enfin un milieu à 4, parce qu'il y a toujours alors attention Marcelin, je vais dire De Arrascaeta, parce qu'on parle de l'Uruguay, hein, on parle pas de Flamengo, donc c'est pas Arrasca, De Arrascaeta. Donc il devrait y avoir un milieu à 4. La grande surprise, vous l'avez entendu, c'est que j'ai dit Vecino. Ovation annonce Vecino dans ce milieu de terrain. Ça n'a jamais vraiment trop marché, et puis surtout Pellistri avait pris la place dans le couloir et avait montré, avait vraiment pris pour le coup la place dans le couloir. Donc à voir, on n'a pas vraiment la compo. Je vais vous renvoyer vers l'article qui sera publié demain matin, justement avant le match, qui a été écrit par Jérôme. On aura peut-être d'autres infos d'ici là. On aborde le match avec confiance. Par contre, l'Uruguay, c'est pas dans l'ADN uruguayen. L'Uruguay n'arrive pas en se prétextant favori de quoi que ce soit. Donc ça n'a jamais été le cas. Il y a eu une conférence de presse de Diego Alonso assez intéressante, assez longue. Et il n'y a pas de... Voilà, c'est toujours à l'uruguayenne, dans la grande humilité. Et voilà, il y a des espoirs, mais pour l'instant, ils attendent le match de demain, même si forcément, c'est une équipe qui est toujours ambitieuse. Ça sera demain. C'est à quelle heure déjà le match? 17, je crois. 14h. 14. 14h. 14. Donc Et c'est j'ai le... bien aimé ce qu'il a dit. Il a dit on se concentre pas sur notre adversaire, mais on se concentre sur nous et ce qu'on sait faire. Ouais. Et ça, moi, j'aime bien. Mais c'est vraiment, tu vois, après, c'était déjà. Tabarez s'adaptait pas forcément beaucoup à son adversaire. Il était même très dans son système à lui. Alonso est arrivé avec des idées. On parlait d'idées avec Luis Fernando Suarez. Voilà. Diego Alonso, quand il est arrivé, il avait des idées. Il savait comment il voulait que son équipe joue. Il a fait quelques changements hyper importants parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau pour l'Uruguay. On pense à Araujo qui était dans le couloir, à Pellistri justement. On verra s'il jouera demain. Il a sorti plus ou moins Cavani. Bon, alors on peut se dire que Cavani s'est sorti plus ou moins tout seul, mais voilà. Il a travaillé devant pour trouver une paire complémentaire, enfin pour trouver la personne complémentaire avec Suarez. Ça devrait être Darwin Núñez normalement. Donc il a vraiment travaillé sur ce qu'il voulait lui. Il a insufflé un nouveau souffle à cette équipe-là. La fin des éliminatoires, hein, je pense que tu les as vus aussi, Marcelin. L'Uruguay sur la fin des éliminatoires, ils finissent par terminer tranquille alors qu'à un moment ils sont en danger, hein. Ouais, je me rappelle déjà plus des éliminatoires. Non mais c'est ça quand on survole. Le mec. Voilà. Alors pour le coup, les Brésiliens ont terminé les éliminatoires en tongs. Ouais, mais ils n'ont pas perdu. Ils sont perdus quand même. Mais voilà. Ouais. C'est pour, tu vois, Baptiste, ils peuvent jouer en tongs, les Brésiliens. Donc, Et ça, pour le Brésil, c'est quand même long, les éliminatoires, 18 matchs, ouais. où il n'y a pas trop de suspense. C'est vrai qu'elle est quand même assez longue, cette phase.
C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc ça sera le match de demain à 17h. À 14h, Non, je vais y 14 arriver. heures. Non, mais on va y arriver. On va y arriver. 17h, ça sera Portugal-Ghana. C'est un horaire qui est parfait pour les deux pays en plus, non? Et ben, ça fait du Ça fait 10h du 22 heures en mat. Corée Ça fait du et 10 10h heures du en mat. Uruguay. 10h du mat en Uruguay. Donc c'est Bah, honnête pour que les deux pays puissent regarder. les gens sont au taf. Donc les gens vont pas travailler. Voilà. Oui, mais En c'est la Corée, ça coupe fait du quoi? monde. Ça fait 22 heures en Corée. 22h. Donc en fait, soit tu le mettais à 11 heures et les Uruguayens ils dorment, soit tu le mets à 14 heures et là c'est à peu près acceptable pour tout le monde. Voilà, bon, voilà. Ben, ça sera donc demain à 14h. Suivra Portugal-Ghana. Et suivra l'entrée en lice de ceux Ils vont qui... bientôt pleurer. Alors, Nostromo vient d'écrire dans le chat, que se passerait-il au cas d'un supposé Brésil-Corée du Sud en 8e? Vous en avez un léger aperçu. Déjà, c'est impossible parce que le Brésil ne sort pas de son groupe, donc c'est impossible. Bref, voilà, on va parler du Brésil, hein, quand même. Le Brésil qui prépare son entrée en lice demain. On avait évoqué la dernière fois que tu es venu, Marcelin, comme quoi pour l'instant, il n'y avait pas véritablement de fièvre mondialiste qui montait. Est-ce que ça y est, à la veille du match, ça y est, on peut dire que le Brésil est passé en mode Coupe du Monde? Oui, ça a commencé même dimanche avec l'ouverture de la Coupe du Monde, où on voit plus de maillots jaunes dans les rues. Par exemple, il y a un marché à côté de chez moi, où avant c'était encore que les casquettes et les maillots des clubs brésiliens. Et maintenant, c'est les casquettes de la sélection qui sont devant. Et pareil, dans tous les petits vendeurs, tu as des maillots jaunes, les boutiques, les bars aussi. Maintenant, c'est pas mal décoré. Les rues aussi. Donc, ouais, ça a commencé depuis dimanche, vraiment. Ok. Et donc, on est derrière cette sélection qui vise la 6e étoile. Hein, c'était le titre de ton papier du jour. Justement, autour de la sélection, voilà, comment on aborde ce match d'ouverture face à la Serbie demain. Bon, je pense assez tranquillement, parce que ouais, le groupe du Brésil, enfin les 26 joueurs, c'est vraiment impressionnant. Et puis, ouais, comme j'ai dit dans le papier aussi, on a l'impression de connaître un petit peu ses adversaires, même si ça en 4 ans ça peut changer. Il y a le Cameroun aussi qui était là dans le groupe de 2014. Donc c'est un groupe qui est largement à la portée du Brésil. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop d'inquiétude pour les Brésiliens. Il n'y a pas trop d'inquiétude. Et alors, je le disais à l'instant, avec l'Uruguay, sauce Diego Alonso, on ne sait jamais trop qui va jouer le lendemain. Généralement, avec le Brésil, on le sait très vite. On sait comment va jouer ce Brésil demain? Oui, même si Tite n'a pas annoncé officiellement sa composition, ça devrait être un 4-2-4, c'est la vraie question avant. Si Tite met soit Fred au milieu pour un 4-3-3 et Paqueta ou Neymar un peu plus en ailier gauche, ou un 4-2-4 avec seulement Paqueta et Casemiro au milieu, Neymar qui va être libre en soutien derrière Richarlison, et donc Vinicius Junior qui sera titulaire sur l'aile gauche et Rafinha à droite. Mais la question, c'est entre Fred ou Vinicius Junior. Je pense que Tite se garde les deux schémas selon l'adversaire ou le moment du match. Le 4-2-4 avec Casemiro, unique joueur à vocation défensive. Waouh! Face à la Serbie? Ouais, Waouh! il est très offensif, même si après, Tite demande aussi aux latéraux de revenir vers le milieu, vraiment vers le cœur du jeu, pour qu'il y ait un troisième homme au milieu de terrain. On serait plus sur un 3-3-4 du coup. Ce qui est quand même, ce qui reste quand même une Mais formation. ce qui est très offensif, le 3-3-4, il est offensif, ouais. Ah ouais, alors Friou nous dit que la seconde composition, c'était celle alignée contre le Ghana au Havre. Ouais, sauf que là, c'est pas le Ghana, c'est la Serbie quand même. On sait que voilà, hein, ça joue au ballon quand même, la Serbie. Il va falloir le contrôler, notamment le milieu serbe. Donc ouais, ça serait quand même assez surprenant de la part de Tite d'avoir une formation aussi offensive. Hein. C'est pas le genre de la maison, hein, lui qui vante l'équilibre. C'est pas le genre, effectivement. Après, c'est vrai qu'il a testé ce schéma-là sur les deux derniers matchs. Et ouais, on verra ce que ça donne en Coupe du Monde. Mais ouais, je pense qu'il veut voir aussi un peu comment ça peut fonctionner offensivement sur après les autres matchs où on verra comment ça se passe. Mais si tu es mené, par exemple, je pense qu'il veut avoir aussi ce schéma en tête pour amener un peu plus de danger offensivement.
Mais après, il a dit quand même que en conférence de presse qu'il avait l'équilibre de l'équipe, donc même en jouant dans ce 3-3-4, on va dire, il espère quand même avoir cet équilibre au milieu de terrain surtout. Ouais, donc, Est-ce qu'en Brésil, c'est une question sérieuse, hein, il n'y a pas de vanne. Est-ce qu'on n'a pas une appréhension par rapport à ce qui s'est passé avec les deux autres favoris du mondial? Parce que c'est quand même. Il y avait trois équipes qu'on estimait aller le plus loin possible, c'était ces trois-là, Argentine, Allemagne, Brésil. Les deux premiers ont pris une tôle. Est-ce qu'il n'y a pas cette appréhension du côté des Brésiliens en se disant oula, attention, on va peut-être pas y aller si sereinement qu'on pouvait y penser? Pour l'instant, on célèbre surtout les défaites forcément de Ah, l'Argentine. ça m'aurait étonné. Ah ben, quand l'Argentine perd, le Brésil est content. Hein. Et Allemagne, bon, Et Allemagne, oui. Pas non plus. Donc, ouais, c'est plus célébration, même si effectivement, on voit qu'il y a quand même des surprises dans cette Coupe du Monde. Et j'ai vu passer aussi un pote qui a comparé le Brésil et Flamengo, en fait, où les adversaires de Flamengo, dès qu'ils perdaient, Flamengo, ils perdaient ensuite. Donc, que le Brésil aussi allait perdre. Donc, on en parle un petit peu, mais on reste confiant quand même de manière générale. Il y a une question dans le chat par rapport à cette notion d'équilibre que l'on donnait, qui est posée par Nostromo. Comment le Brésil peut être amené à gérer des moments où il sera contraint à défendre avec une formation aussi tournée vers l'avant? Ouais, c'est une bonne question. Parce qu'en plus, il faut le dire, ça leur est pas arrivé souvent d'être contraint de vraiment défendre. Pas dans les éliminatoires, pas véritablement sur les matchs de prépa. C'est une vraie question. La question reste ouverte. Hein. Et on a vu, j'ai presque envie de dire, ça leur est arrivé un petit peu à la finale de Copa América, malheureusement pour eux. Et où ils ne savaient pas trop comment ils n'y arrivaient faire. pas. C'est une équipe qui est construite pour avoir le ballon. C'est elle qui doit amener le danger, pas subir. Donc après, c'est vrai que s'il faut défendre, c'est plus compliqué, même si tu as Paqueta qui peut aussi faire des tâches défensives. Même Neymar, s'il a envie, il en est capable aussi. Ouais, mais donc, Vini, Richarlison, ils vont pas faire. Rafinha, ça fera pas. Ouais, peut-être Richarlison un peu plus, mais oui, c'est pas des joueurs qui sont habitués à défendre et qui aiment ça. C'est sûr, le Brésil n'est pas fait pour subir le jeu, donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir la maîtrise du match. Et après, effectivement, ça peut être l'un des points faibles. Enfin, le Brésil ne sait pas gérer ce type de situation, donc ce sera le danger. Ouais. Donc, si des Serbes nous écoutent, si vous voulez perturber le Brésil demain, volez-leur le ballon. Bon, après, bon courage pour leur voler le ballon. Le Brésil, en fait, je viens de regarder le calendrier du Brésil, et ils n'ont pas une entrée en Coupe du Monde des plus sympas. Hein, parce que quand tu regardes l'Argentine, qui commençait soi-disant par un adversaire le plus faible et qui pouvait se mettre, se chauffer, en Brésil, direct, bim, les deux qui sont outsiders du groupe, et ensuite on finit sur le Cameroun. Il va falloir être dedans tout de suite. Hein. Il ne va pas falloir faire le petit temps d'adaptation comme les Français, comme les Néerlandais, etc. Hein, ça peut faire mal s'ils ne sont pas là tout de suite. Parce que les Serbes, je pense qu'ils vont y arriver avec le couteau entre les dents. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. 2018, ils avaient commencé aussi par un nul, et puis ça a été en difficulté sur le deuxième match, où ils font la différence vraiment à la fin. Donc oui, c'est un groupe qui est à la portée, mais qui peut être difficile, effectivement, parce que tu as quand même deux équipes européennes qui ont de quoi, je pense, mettre en danger le Brésil. Ouais, et justement, on parlait à l'instant de quand le Brésil n'a pas le ballon, à quel point il peut être en danger. Moi, le match que j'attends, je connais pas trop la Serbie, hein, j'avoue, mais la Suisse, je les ai vus un petit peu plus jouer. La Suisse, elle est capable de l'avoir, ce ballon. Justement, il va être intéressant, ce Brésil-Suisse. Hein. Oui, par rapport à cette question. Ouais, et je pense Serbie, effectivement, je connais pas trop non plus, mais bon, on a l'habitude de dire que c'est les Brésiliens de l'Europe, donc je pense qu'il y a quand même des joueurs de ballon qui peuvent faire aussi des différences. Il y a des bons joueurs, hein. Il y a Tadic de l'Ajax, il y a Vlahovic de la Juve, il y en a pas mal. Hein. Disons que si la Serbie a le ballon, offensivement, elle a clairement les armes pour faire très très mal au Brésil. Et on l'a déjà évoqué, Marcelin, peut-être les quelques carences du Brésil, alors sur les ailes. Moi, je suis toujours pas convaincu par la charnière centrale, même si finalement elle fonctionne, hein, mais... Bon, moi, j'attends de les voir dans les très gros matchs. Mais bon, c'est ma limite de cette charnière brésilienne. Mais oui, il faut faire attention quand même. Hein. Même si on le sait, le Brésil est favori.
Attention quand même. On en est conscient de ça au Brésil? Ou pas du tout? Non, je crois pas. On n'est pas conscient. Non, on est vraiment sur la force offensive de l'équipe. Et puis, il y a quand même des gros noms aussi au milieu de terrain et en défense. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude de dire attention, la Serbie peut nous faire mal. Et Enfin, j'ai est-ce que l'impression. le Brésil est déjà oula, ma question est bizarre. Il n'est déjà Que pas sorti le des groupes. Brésil, voilà, j'arrive pas à le dire cette question, mais tu l'as bien dit. Voilà. Est-ce que le Brésil s'est déjà fait sortir en groupe? T'as 66 du coup. Ouais. Et sinon, après 34 ils perdent, mais au bout d'un seul. 30 aussi ils perdent premier tour. Ouais, mais il n'y a pas vraiment de 34 groupe là. 30 un groupe. Ouais, si, 30 un groupe, ouais, c'est vrai. 34, ils perdent direct, mais c'est huitième demi-finale tout de suite. Et sinon, je crois pas. Ouais, il doit y avoir que 66. Ouais, donc normalement, ça devrait passer. Oh bah quand même, on est en train de parler du favori de la compétition. L'Argentine et l'Allemagne. Après, ouais, pour moi, l'Allemagne n'était pas favorite, mais voilà, pour moi, c'est des Argentine et Brésil, mais voilà, on verra bien. Je vous remontre le programme une dernière fois. Suisse-Cameroun à 11h, Uruguay-Corée du Sud à 14h, Portugal-Ghana à 17h. Brésil-Serbie en prime time, enfin non, à 20h, je ne sais même pas si c'est même pas un prime time, 20h. Mais il est bien ce match-là. C'est celui qui te fait le plus rêver quand même demain. Le Uruguay-Corée du Sud? Non. Ouais, le Brésil-Serbie, franchement. En étant sérieux, le Brésil-Serbie est très excitant, ouais. Vraiment. Donc, pour plein de raisons. Corée, tu as aussi un bon moyen de te claquer une sieste. Hein. Pas sûr. Il y a des matchs de l'Uruguay d'il y a 4 ans. Oui, mais c'est plus l'Uruguay d'il y a 4 ans. Donc, oui, voilà. C'est la même Corée qu'il y a 4 ans. Voilà. Mais c'est plus le même Uruguay. Voilà, on verra. Réponse demain, on débriefera cela. Demain à 22h. On va pouvoir conclure cette émission, ce 4e épisode de l'autre Coupe du Monde. On était un petit peu plus long que d'habitude, mais bon, voilà, on avait le temps ce soir, donc on est bien. On va vous souhaiter de passer une bonne journée. On va vous remercier surtout de nous avoir écoutés, d'avoir été présents sur le chat, de continuer à nous suivre. On va vous inviter, si vous ne le faites pas, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir sur notre Discord, hein, si vous avez envie de voir Baptiste clamer haut et fort la surpuissance de l'AFC après une journée de Coupe du Monde, peut-être demain. Demain, c'est fini. Demain. Là, on a fait 2 jours, c'est fini. Là. Jamais 203. On a pété le quota. Là. Jamais 203, et Marcelin, dans les paris, a fait un jamais 203 sur le Brésil qui prend un but. Hein. Donc, attention. Si tu fais un jamais 203... Fais gaffe, parce que si l'Uruguay perd, Marcelin, jamais 203. Le troisième qui va perdre, c'est le Brésil. Ouais. Marcelin, il n'est pas bien là. Il n'est pas bien. Non, je te jure, il est serein, mais de ouf là. Il est tranquille. Il est serein. On verra demain, on débriefera tout cela. On va donc vous remercier, je le disais. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux. Si vous le pouvez, vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant sur les différentes plateformes, en nous suivant et en vous abonnant à certaines plateformes. Je pense à Twitch, je pense à YouTube, je crois que c'est possible aussi. Bref, voilà, on va vous souhaiter de passer une bonne journée de Coupe du Monde demain. On va vous souhaiter une bonne nuit ou un bon début de journée si vous êtes en train de nous écouter sur une matinée. Et on vous dit à demain. Abraço a todos.